Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors, j'avais envie de vous poser une première question. Comment ça va depuis le mois de juin? Est-ce que votre vie a beaucoup changé? Ah oui, elle a complètement changé, complètement, puisque maintenant je me partage entre Saint-Étienne et Paris. Bon, j'avais déjà vécu une dizaine d'années à Paris, mais il y a très très longtemps. Donc là, j'y retourne et franchement, je ne pensais pas y retourner un jour parce que c'est une ville trépidante. Donc voilà, il a fallu que je me remette au métro, au RER et tout ça. Ça se passe comment? On a une partie à Saint-Étienne, une partie à Paris. Oui. Comment vous utilisez votre temps, j'ai envie de vous demander? Eh ben, en fait, tout dépend du calendrier parlementaire. Là, nous étions en session extraordinaire, donc en fait, on était à Paris du lundi au vendredi, hein, donc que le week-end jusqu'au 6 août compris. Mais en dehors de ce travail parlementaire qui se passe dans l'hémicycle, il y a aussi le travail dans les commissions. Donc là, par exemple, les sessions en hémicycle n'ont pas commencé, mais le travail en commission, lui, a commencé depuis le mois de septembre. Et puis le travail avec le groupe parlementaire de la France Insoumise. Donc en fait, je passe plus de temps pour le moment à Paris qu'à Saint-Étienne. Comment ça s'est passé votre première rencontre avec l'Assemblée quand vous êtes arrivé? Est-ce qu'on est, j'ai envie de vous dire là aussi, est-ce qu'on est comme une petite fille, on découvre un monde extraordinaire, Ah oui. ou alors on est tout de suite à l'aise? On est très ému. Ouais. Moi, franchement, j'étais très c'est la République, très émue parce que effectivement, c'est la République, c'est solennel. Moi, j'étais jamais rentrée dans le bâtiment, dans le Palais Bourbon. J'en avais fait le tour, j'avais regardé de loin, mais voilà, j'avais jamais monté les marches. Et vous avez vu, vous avez vu cette photo où tout le groupe de la France Insoumise était sur les marches, puis après nous sommes entrés. Je vous ai cherché sur la photo. Et j'étais tout à fait à gauche quand on regardait. Là, vous êtes toujours à gauche, hein. Normal. Et nous sommes entrés là, en plus, dans un moment solennel et émouvant, puisque nous avons tous chanté on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Donc on avait vraiment le sentiment, oui, de représenter le peuple entré dans le bâtiment. C'était très très émouvant. Et puis comme j'ai pu aussi l'expliquer à un de vos confrères ou consoeurs, je ne sais plus. Pour moi, familialement, c'était émouvant puisque ma grande-tante, la femme de Gabriel Péry, avait été une des premières 44 députées femmes. Donc voilà. Et puis émouvant aussi par rapport à cette question de femme, puisque je suis la seule députée femme de la Loire et je l'ai appris la première députée femme de Saint-Étienne. Et je crois la seule députée de gauche. Oui, aussi. Non, parce qu'on peut le dire. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Femme et de gauche, donc oui. c'est pas facile. Oui, c'est sûr. C'est pas facile, non, c'est pas facile. Alors, en circonscription, ça va peut-être... Enfin, sur le terrain, ça va sans doute pas être facile. Pour le moment, je n'ai pas encore vraiment vécu. Mais déjà, dans l'hémicycle, c'est pas facile parce que, bon, voilà, on a des gros sujets très, très importants, comme on a eu le projet de loi du pouvoir d'achat. Moi, tout de suite, j'ai eu à examiner le projet de loi de veille sanitaire. Donc, effectivement, on a des sujets qui sont super intéressants. Est-ce qu'on a l'impression, quand on est une élue d'opposition, que sa voix, elle compte dans cet hémicycle impressionnant? Elle n'a jamais autant compté par rapport aux 5 précédentes années. Parce que là, M. Macron n'a pas la majorité absolue. Donc, chaque voix compte. Donc, oui, c'est pour ça aussi que je passe beaucoup de temps, en fait, à Paris, parce qu'il faut être tout le temps dans l'hémicycle pour voter. Chaque voix compte. Et comment ça se passe, votre rapport avec votre groupe? Je pense que c'est fraternel, mais avec les élus d'autres groupes, il y a des contacts, on se regarde de travers. Comment ça se passe? J'imagine, quand on croise les gens du RN, il doit y avoir des petites tensions, non? Alors déjà, vous faites bien de poser la question parce que le groupe parlementaire du Rassemblement national, ils sont maintenant 89. Oui. Donc quand on est installé dans l'hémicycle, on les a juste en face et non, c'est pas facile de les voir là, les 89. Enfin, pour moi, c'est pas facile parce que j'ai ce combat contre l'extrême droite vraiment dans mon sang et dans mes tripes, donc ça c'est pas facile. Mais donc on les a déjà en face de soi dans l'hémicycle et puis après on les croise dans les couloirs et oui c'est pas facile. Donc vous n'avez pas des conversations à la buvette ensemble? Non, jamais. Donc déjà ouais, il faut s'habituer à croiser Marine Le Pen. Alors, je dis Marine Le Pen parce que c'est la figure emblématique, connue quoi. Mais bon maintenant il y en a d'autres. Hein,
député Tanguy. Voilà. Et mon travail, c'est aussi de les repérer, de bien retenir leur tête pour justement... Vous êtes à peine élu qu'on parle déjà d'une dissolution. Comment vous vivez ça? Moi, en fait, j'ai jamais cessé d'être militante. J'ai toujours été militante depuis l'âge de 14 ans. Je suis élue depuis le 19 juin, mais je voyais de toute façon mon rôle, et je l'avais dit pendant la campagne, comme la poursuite de ma vie militante. Donc, je vais continuer à militer et à faire en sorte que s'il y a une dissolution, on est tout de suite dans la campagne. Parce que s'il y a une dissolution, on a un mois pour les prochaines élections législatives. Donc, voilà, il faut être prêt à partir. On va revenir au local. Vous êtes une élue, j'allais dire, d'opposition au gouvernement, mais aussi d'opposition à Saint-Étienne. Comment ça se passe, les relations? Je vous ai vu sur quelques photos de cérémonie officielle. Qui vous invite? Qui vous dit de venir? Ou alors, est-ce que c'est vous qui vous imposez? Comment ça se passe? Là aussi, le protocole, j'ai envie de, entre guillemets. Non, je ne m'impose pas. J'ai été invitée au défilé du 14 juillet par monsieur le maire. Donc voilà. J'ai été invitée à ma première invitation, à laquelle j'ai répondu favorablement et encore avec beaucoup d'émotion par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'était de remettre le prix du concours de la résistance. Vous savez, c'est un concours qui est organisé par l'Éducation nationale conjointement avec des associations de mémoire de résistants. Concours qui est proposé à des collégiens et à des lycéens. Et donc en préfecture, il fallait leur remettre un prix. Donc, voilà, je suis allée à ce genre de choses. Alors, donc je ne m'impose pas, non, bien sûr, je me rends aux invitations, toutes les invitations, dans la mesure où me le permet mon agenda. Qui, j'ai bien compris, est très chargé. Exactement. On va revenir à la politique générale plus tard, mais là on a l'actualité à Saint-Étienne. Vous avez parlé de monsieur le maire, donc on va rester avec monsieur le maire. Il y a une affaire qui est sortie il y a quelques jours. Tout le monde en parle, on en parle même maintenant au niveau national. Alors, j'ai presque envie de dire, entre guillemets, qu'au niveau national, tout le monde se fout de la gueule de Saint-Étienne. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe à Saint-Étienne aujourd'hui avec cette affaire entre le maire de Saint-Étienne, Gaël Padrillo, et l'ex-premier adjoint, Gilles Artigue? Est-ce que vous êtes comme de nombreux Stéphanois, vous réclamez sa démission ou vous êtes dans l'attente d'en savoir plus? Je suis tout d'abord scandalisée, horrifiée. Quand j'ai découvert cette affaire, j'étais sidérée, j'ai relu l'article plusieurs fois de Mediapart, je me disais c'est pas possible, c'est tomber dans un tel traquenard, c'est une méthode de gangster, de mafiosi un peu, de mafieux, de barbouze, c'est sordide, c'est abject, ça fait référence en plus, à des comportements homophobes, c'est tout ce que je déteste. Donc déjà, voilà, et j'ai eu vraiment une pensée sincère pour Gilles Artigue, qui n'est pas de mon bord politique, mais que j'ai eu l'occasion de croiser. Et je crois que tous les Stéphanois qui l'ont croisé l'ont respecté humainement. Oui, c'est Après, ça, comme je dis souvent, on ne peut pas tous avoir les mêmes idées. Non, mais bien sûr, mais c'est vraiment quelqu'un de bienveillant. On avait toujours eu des relations très sympathiques. Et franchement, ma première pensée, ça a été pour lui, parce que je me suis dit, mais cet homme peut se suicider. Et d'ailleurs, dans la suite des articles, il le reconnaissait lui-même. Donc, d'abord, c'était ça. Ensuite, c'est se dire, mais quoi, cet argent public qui part... Moi, c'est ce qui me choque le plus. Ben oui, ça c'est quand on demande une subvention de 200 €, on l'a pas. Et là, c'est des 50 000 € qui partent. Et donc, je peux vous dire que, justement, j'ai fait le tour des associations, là, dans le forum des associations, et de nombreuses associations nous ont dit qu'elles étaient exsangues et qu'elles avaient besoin d'argent. Et là, on apprend que 40 000 € ont été dépensés comme ça, pour financer, en fait, une affaire criminelle. Donc, ça, c'est scandaleux. Je pense que les Stéphanoises et les Stéphanois sont scandalisés par ça. Et en plus, on peut se demander s'il n'y a pas eu d'autres entourloupes aussi, sur des subventions qui auraient été versées pour on ne sait quoi. Donc voilà, dans un pays, dans une ville quand même une ville qui est riche, mais où le seuil de pauvreté est quand même supérieur à la moyenne nationale. Quand on demande par exemple la gratuité des cantines, ou des bus. Ou des bus, ou alors il y a les associations, il y a les services publics qui manquent de l'argent, mais monsieur le maire et
son directeur de cabinet et ses adjoints dépensent l'argent des Stéphanoises et des Stéphanois. 40 000 €, c'est pas rien. Et donc on peut se demander si s'il n'y en aurait pas d'autres trucs comme ça. Donc mon idée, c'est d'interpeller Madame la préfète pour lui demander de saisir la Cour des comptes pour qu'on vérifie tous les comptes de la mairie. Parce qu'on on découvrira peut-être d'autres choses. Donc pour en avoir le cœur net. Si on revient en arrière, il y avait eu des soucis déjà avec les comptes ils ne devaient pas être, ils devaient être dévoilés, ça avait traîné, oui, ça avait été compliqué un peu. Oui, il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc on ne peut plus rester comme ça dans cette opacité. Et je pense qu'effectivement, la population stéphanoise a besoin de savoir. Donc le mieux, c'est pour le moment, effectivement, que la préfète saisisse la Cour des comptes et demande qu'elle fasse son travail d'inspection, que la police et la justice continuent aussi leur travail, mais en attendant, bien sûr, M. Perdriau devrait démissionner et il faudrait qu'à ce moment-là, le conseil municipal se réunisse et décide de la suite. Que le conseil municipal démissionne, c'est la limite, et on refasse une élection. À voir, mais c'est à eux de décider. Moi, je vois que quand même le groupe Les Républicains, le groupe de la majorité, ne soutient plus maintenant son maire. Donc, j'ai vu un communiqué de presse allant dans ce sens. Donc, que le conseil municipal délibère sur la suite. Justement, depuis les législatives, la gauche, elle est majoritaire sur Saint-Étienne. Est-ce que vous allez travailler à une liste d'union pour d'éventuelles municipales anticipées ? Alors moi, je ne suis pas encore dans ce sujet-là, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Nous, ce qu'on essaye de faire à Saint-Étienne, j'y participe aussi en tant que militante et puis en tant que députée pour faire le lien avec ce qui se passe dans l'Assemblée, pour soutenir aussi les combats législatifs de la gauche dans l'Assemblée, c'est de continuer à faire vivre la dynamique de la NUPES, je ne sais pas comment vous dites. Moi, je ne le dis pas, c'est plus simple. Moi, je dis la gauche. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Donc c'est ça l'important. Il y a eu une dynamique qui a été créée, donc il faut que ça continue. Il y a déjà un premier rendez-vous, deux premiers rendez-vous là, qui vont arriver, qui sont forts quand même pour les salariés, c'est le 22 et 29 septembre avec les deux grèves. Et puis, nous, au niveau de la France Insoumise et au niveau de la NUPES, on essaie de construire la marche mi-octobre, la marche de toutes les colères contre la vie chère. Est-ce que vous sentez que Saint-Étienne peut basculer avec tous ces événements ? Parce que ça fait quand même deux mandats qu'on est à droite. Oui, bien sûr. Surtout qu'effectivement, on a vu pour les Jean-Luc Mélenchon est toujours en tête dans les élections présidentielles. Il l'avait été en 2017, il l'a été en 2022, encore plus. Et puis, effectivement, Saint-Étienne a fait élire une députée de la France Insoumise. Donc, effectivement, il y a une dynamique. On l'a constaté pendant la campagne. Ça, c'est indéniable. Et puis, malheureusement, la situation sociale aujourd'hui ne peut pas faire aller les gens vers la Macronie, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc nous, dans l'hémicycle, on a bataillé pour faire en sorte que ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, par exemple, soit vraiment au service des plus pauvres. Et bon, ça n'a pas été le cas. On avait posé un amendement pour le SMIC à 1 500 €. Là, on est par exemple aussi en train de travailler sur la pétition de la taxation des profits, de manière à ce que les entreprises qui ont fait des profits... J'ai rencontré Olivier Faure vendredi dernier qui en a parlé également. Oui, voilà, lui, il fait une proposition de loi qui va dans ce sens et c'est très bien. Et nous aussi, on continue. Vous voyez, donc, là, il y a des sujets sur lesquels, forcément, on se retrouve. Et franchement, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans l'hémicycle, la NUPES, ça fonctionne bien. C'est un groupe qui est lié. Il n'y a pas de dissension. Alors, parfois, on n'est pas toujours d'accord à 100%, mais sur l'essentiel, on vote tout le temps ensemble. Pour rester sur Saint-Étienne, est-ce que vous ne regrettez pas cette cacophonie dans la première circonscription, une circonscription qui aurait pu rester à gauche? Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui qu'on n'a pas donné l'investiture à Pierrick Courbon? Quelle est votre position sur ce sujet dont on parle encore? Oui, moi je pense qu'il y avait un accord national. Cet accord national, il donnait la première circonscription à Europe Écologie Les Verts. Ce qui était important, c'est que
il y avait un accord national. Il y avait un accord national avec Donc un c'est ce qui programme prime. précis. C'est ce qui prime. Bien sûr, c'est ce qui prime. Voilà, il y a eu d'autres circonscriptions un peu partout en France où la France insoumise a dû laisser sa place pour un candidat socialiste, un communiste, Europe Écologie Les Verts. Bon, voilà. Ça, c'était dans le cadre des négociations. Alors, après, voilà, dans le cadre des négociations, cette circonscription revient à Europe Écologie Les Verts. Si on est vraiment pour l'union de la gauche, si on est vraiment pour un programme de gauche, on joue le jeu. Et donc, Laetitia Copin, en plus, c'est une femme. C'est rare que les femmes aussi soient... Mais cette question de parité aussi, vous savez. Oui, bien sûr. On a 6 circonscriptions dans la Loire, donc il nous fallait 3 hommes, 3 femmes. Voilà, on défend aussi la parité en politique, et ça, c'est important. Donc, bon, voilà, moi, je regrette effectivement que Pierre Courbon se soit présenté sur la première circonscription. Je pense que, voilà, il a pas joué le jeu. Bon, on avait bien compris que dès 2017, il pensait être le candidat puisque Régis Juanico avait bien dit qu'il ne le serait pas. Donc on savait bien qu'il se préparait à cette campagne, on pouvait le comprendre. Mais à partir du moment où il y a un accord national, si vraiment on y croit, cette union de la gauche, on la fait vivre et on ne met pas des bâtons dans les roues, quoi. Pour rester dans la politique, le PC aujourd'hui semble se distancier de plus en plus de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça vous inquiète dans cette union? Alors le PC, c'est quelque chose qui risque d'éclater ou Oui, parce que le PC, si vous faites référence aux propos de Fabien Roussel, je ne suis pas sûre que Fabien Roussel représente aujourd'hui vraiment le PC dans son ensemble. Moi, je connais des militants communistes qui ne se reconnaissent pas dans les propos de Fabien Roussel. Est-ce qu'il s'est pas mal exprimé aussi? Alors ça, je ne sais pas, il faudrait lui demander, mais je ne crois pas, parce que je crois qu'il a plusieurs fois affirmé la même chose, donc je pense que ses propos sont clairs. Je ne sais pas quel est le parcours de Fabien Roussel, j'avoue que je ne comprends pas. Moi, ce que je vois dans l'hémicycle, c'est qu'on est en phase avec les députés du groupe Gauche et Démocrate, qui regroupe donc les communistes, que d'ailleurs Fabien Roussel on ne voit pas trop dans l'hémicycle. Bon, après, je ne sais pas, parfois on ne peut pas être dans l'hémicycle parce qu'on a aussi des problèmes personnels, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc, voilà, moi je distingue Fabien Roussel des militants et des sympathisants du Parti communiste. J'en connais beaucoup qui sont affligés par les propos de Fabien Roussel et qui peut-être même risquent de quitter le PC. Pour revenir à vos travaux de député, aujourd'hui, c'est quoi l'axe principal? C'est le pouvoir d'achat. On a encore entendu que le gaz et l'électricité allaient augmenter, alors que les gens n'ont pas des salaires qui augmentent. Comment on peut influencer cette politique qui devient catastrophique? Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant tout l'été quand on a examiné le projet de loi de maintien du pouvoir d'achat. On a essayé de... Donc concrètement, c'est intéressant que vous posiez cette question parce que moi j'aimerais bien que les gens qui m'ont élu comprennent comment ça fonctionne. On a le projet de loi, on l'examine et on essaye de rajouter des amendements. Alors pour ça, on est accompagné, parce que moi j'ai jamais fait de droit de ma vie, mais j'ai un attaché parlementaire à Paris. Spécialiste en droit? Louis Samir Hamdani, voilà, qui est spécialiste en droit et qui m'accompagne sur ces questions-là. Donc vous êtes la spécialiste de gauche et lui est spécialiste du droit. Mais on est aussi dans le groupe parlementaire accompagné par des collaborateurs de groupe qui nous accompagnent dans ce travail purement législatif. Donc nous on donne des idées, eux ils le traduisent en termes juridiques et on présente des amendements qu'on rajoute et qu'on essaie de faire voter. Donc vous essayez d'influencer un petit peu la... Bien sûr. Et là, vous avez suivi peut-être ce qui s'était passé, je ne sais plus quand, c'était l'été, la session où on s'est couché à 4h30 du matin. Je ne sais pas si vous l'aviez suivi. Je n'ai pas tout suivi parce que je rate des choses. Et puis il m'arrive de suivre aussi les Verts, donc je ne suis pas tout le temps sur la politique. Mais je suis là généralement... Dans les Verts, vous voulez dire les footballeurs. Les footballeurs, oui, c'est ça. Les Verts, il y a un peu des tensions dans la Loire aussi. Oui, je sais. Donc en fait, il y a eu une session, on est en session extraordinaire, on est un soir, et Monsieur de Courson, qui est un député qui n'est non inscrit, plutôt quand même à droite. C'est ce qui me semblait. Voilà, il était avant, je crois, les Républicains, il faudrait vérifier, mais bon, maintenant il est non inscrit. En fait, il propose un amendement pour indexer les pensions de retraite sur l'inflation. C'est exactement aussi un truc qu'on propose. Et finalement, tout le monde, à part le groupe Renaissance, tout le monde vote pour cet amendement.
bingo, l'amendement est passé et le ministre, le maire qui est en bas dans l'hémicycle et qui lui est là, puisque c'est lui qui présente ce projet de loi, est absolument catastrophé, puisqu'évidemment, ce n'était pas prévu. Donc, à ce moment-là, il est 2 h du matin, on a un amendement à voter. Il nous reste un amendement à voter et puis après, on peut aller se coucher. Donc, Bruno Le Maire demande une suspension de séance. Nous, on se dit, il a besoin de reprendre son souffle parce qu'il a perdu son amendement. Et puis, en fait, on le voit revenir et là, on découvre qu'il rajoute 5 amendements supplémentaires. Donc, au lieu d'avoir... C'est très technique, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on est quand même plusieurs à dire « Mais comment c'est possible qu'il rajoute 5 amendements? Il n'a pas le droit. » Mais si, il a... Et il les avait dans sa manche, alors? Oui, c'est ça. Et le gouvernement a le droit de rajouter, même au dernier moment. Ça s'appelle une seconde délibération. Donc, il nous fait revoter ces amendements. Alors ça, c'est un chaos pas possible parce que tout le monde crie au déni de démocratie, hein, dans l'hémicycle, tous les groupes, etc. Bon, on comprend que pendant la suspension de séance, il s'est aussi arrangé avec le groupe des Républicains qui avait voté l'amendement de Courson et qui ensuite va voter, comme La République En Marche, les 5 amendements supplémentaires qui défendent le premier. Et donc, à 2 h du matin, on avait voté l'indexation des pensions sur l'inflation et à 4 h, c'est terminé. Vous qui êtes une militante depuis longtemps, est-ce que voir cette réalité, ça vous choque ou c'est un jeu c'est le jeu de la démocratie? Là, c'est pas le jeu de la démocratie, parce que c'est le jeu du déni de démocratie. Oui, mais on peut dire déni alors, oui, mais voilà. oui, c'est des rouages qu'il faut connaître. Ce qui est intéressant, c'est que justement, là, on a vu que c'est la Macronie qui ne supporte pas la démocratie. Parce que justement, la démocratie avait obtenu un amendement dont elle ne voulait pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils refont voter. Ça veut dire que sur un texte comme celui-là, la Macronie, comme vous dites, entre guillemets, dépend des Républicains finalement. Oui, bien sûr. Donc, quand on dit que la Macronie est à droite, on a là un peu la réponse. Voilà, ma démonstration donc a été efficace, je vois, vous avez comme tout à fait compris. C'est exactement ça. Et le vrai, c'est ce qu'on voit souvent, c'est que la Macronie, les Républicains et même le Rassemblement National votent souvent la même chose. Voilà. Et nous, la NUPES, on fait face. Ça veut dire que leurs idées convergent. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que toutes ces augmentations, on parle de pouvoir d'achat, l'essence, le gaz, l'électricité, ce qu'on mange aussi, aujourd'hui tout est la faute de l'Ukraine? Est-ce que c'est dans la réalité, c'est vraiment la faute de l'Ukraine ou alors on nous balade là aussi? Je pense qu'on nous balade un peu, hein, c'est sûr. Bon, c'est sûr que la guerre en Ukraine, ça ne facilite pas les choses, mais voilà, il y a quand même beaucoup de multinationales qui se sont mis plein les poches déjà pendant la crise du Covid, et puis qui continuent là, bien sûr, à profiter de cette crise ukrainienne pour mais faire quand on dit les multinationales s'en sont mis plein les poches, dans mon raisonnement, je me dis toujours, mais si cet argent, on ne le redistribue pas, les gens ne consomment pas ou ne consomment plus, donc ils n'en gagneront plus de l'argent. Donc, s'ils n'entretiennent pas la machine, elle va se casser, cette machine à force. Oui, mais moi, j'ai jamais compris quel intérêt on pouvait avoir. Il y a des personnes qui ont des milliards, qui dorment dans les banques. Généralement, ils se font des coussins pour quand ils sont morts, ils ont des coussins qui sont plus agréables. Oui, non, mais c'est vraiment une logique. Non, mais c'est sûr que nous, si on ne met pas l'argent dans la machine, elle va se casser, la machine à force. Oui, je pense que ils sont assez malins pour de temps en temps injecter un petit peu quand ils sentent que voilà, la colère gronde et qu'il faut on nous envoie un petit chèque pour... Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est typiquement ce qui a été fait avec le chèque énergie. Hein, plutôt que de taxer les entreprises pétrolières qui ont fait quand même de gros bénéfices, on file un chèque énergie et ce chèque énergie, qui est-ce qui le paye? C'est nous, avec nos impôts en fait. Et votre rôle d'opposition, c'est de dire on est contre ou c'est de proposer des choses différentes? On fait des propositions. Là d'ailleurs, le mois de novembre, on va présenter notre niche parlementaire qui nous permet de présenter 8 propositions de loi. Et donc on travaille sur des propositions de loi. Oui, on fait des propositions de loi dans le cadre de la niche parlementaire et même par ailleurs. Voilà. Moi, là, je vais travailler sur une proposition de loi qui permet d'abaisser le seuil à 1 million de signatures pour obtenir un référendum d'initiative populaire. C'était aussi une grande revendication des Gilets jaunes. Je suis contente de la porter parce que, moi, j'étais dans la rue avec les Gilets jaunes assez souvent. Quand je pouvais. J'étais pas dans les ronds-points parce que j'ai pas de voiture, mais j'étais dans les rues à Saint-Étienne. Et là, je vois que maintenant que je suis députée, je peux travailler sur un texte
Et vous parlez des Gilets jaunes, vous n'avez pas l'impression qu'en cette rentrée de septembre, là, il va se repasser quelque chose? On est aux prémices d'une révolte, de contestation, ou alors finalement on va avoir le mondial de football, Noël, et puis ça va se dérouler tranquillement? Non, moi je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein. C'est pour ça que bon, déjà, là, il y a les 2 prochaines dates, là, les 22 et le 29, il va y avoir une grève, d'abord des hospitaliers, ensuite interprofessionnelle, j'espère qu'elle sera bien suivie. Et j'appelle tout le monde à la suivre. Et puis, nous, on organise j'en ai parlé déjà tout à l'heure, je crois, on organise cette marche des colères, j'espère que ça va marcher aussi. Et puis, après, vous savez, on ne sait pas, ça peut être une petite étincelle, on ne sait pas quoi, qui va faire que la goutte va faire déborder le vase. Hein. On parle de pouvoir d'achat, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a un sujet qui est important pour vous et puis un petit peu aussi pour moi, même si j'ai passé l'âge, c'est l'éducation. On a un gros chantier là, j'ai l'impression, mais on a encore une professeure qui s'est fait agresser. Est-ce que la délinquance, la crise sociale, les rodéos, toutes ces choses de l'éducation, est-ce que, c'est une question qui est large, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revoir toute l'éducation à la base? Est-ce qu'on ne devrait pas enseigner un peu le respect avant tout? Alors, le respect, moi je veux pas tomber dans le discours qui est de dire que le respect n'est pas enseigné à l'école, etc. Et puis bon, il y a aussi le travail qui doit se faire dans les familles. Voilà, moi je pense que surtout il y a un problème majeur de l'organisation de l'école. On travaille... Moi, je travaillais jusqu'à présent dans un collège qui était en éducation prioritaire, où on a eu de moins en moins de moyens, alors qu'on avait des élèves de plus en plus difficiles. Donc, tout ce maillage qui était fait dans le cadre des réseaux d'éducation prioritaire a été complètement détruit en termes financiers, en termes humains, mais même en termes d'organisation. C'est un peu les mêmes réponses que pour l'hôpital? Exactement, c'est la même chose. Vous voyez, dans le réseau d'éducation prioritaire de Montchauvet, où je travaillais, quand j'y suis arrivée, il y avait un gros travail de tissu, de liens avec le tissu associatif dans le quartier. Petit à petit, ça a disparu, il n'y a plus rien maintenant. Il existe encore le réseau d'éducation prioritaire, mais enfin, comment dire, il n'y a plus du tout ce maillage avec les associations, donc forcément, ça rend les choses plus compliquées. Puis on a par exemple dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, on a des élèves qui en fait devraient être pris en charge aussi par des IME par exemple, mais il n'y a plus de place dans les IME, donc on les met dans les écoles, et ils se retrouvent dans des classes où les enseignants ne sont pas formés. Les enseignants ne sont pas des policiers en plus. Ni des policiers, ni des psychothérapeutes. Donc il y a aussi un manque cruel de psychologues scolaires. Et avec la crise du Covid qu'on a connue, les périodes de confinement, on voit déjà, enfin moi je le voyais déjà l'année dernière et l'année d'avant, qu'on voyait arriver des élèves qui étaient traumatisés par cette période. Et encore aujourd'hui, et demain, et l'année prochaine, etc., ces traumatismes, on les voit déjà chez les adultes, mais ces traumatismes, ils sont bien sûr aussi, on les voit chez les jeunes, chez les enfants, chez les adolescents. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même des gamins qui ont commencé l'école avec un masque, en voyant la maîtresse avec le masque, etc. Forcément, et en restant aussi à la maison sans être à l'école, donc tout ce travail de sociabilisation n'a pas été fait. Il faut créer des postes, il faut faire quoi là aussi? C'est quoi les réponses? Sûr, donc il faut mettre de l'argent encore une fois. Oui, bien sûr. Donc tous ces profits, il faut qu'on les redistribue. Exactement. Qu'on les remette dans la machine. C'est ça. Parce que, en fait, alors, on nous dit toujours, oui, il ne faut pas, non, c'est pas une question de moyens, c'est une question de méthode. Non, je suis désolée, il manque 4000 profs. Un peu des deux, peut-être. Voilà. Non, mais 4000 profs, il manque 4000 profs. Les infirmières dans les hôpitaux, elles ne veulent plus... elles démissionnent. Pourquoi? Pas parce qu'elles n'aiment plus le boulot, enfin elles n'aiment plus ce boulot-là, et puis surtout il n'y a pas de reconnaissance, bon voilà. Puis là vous savez, on n'en a pas parlé, mais là on est dans le foyer des... On allait y venir, mais je vous laisse dérouler. Hein. On est dans le foyer des Traminots, donc de la Stas, on entend les joueurs de coin là, voilà, qui jouent la coin. Je suis juste devant la buvette. Donc c'est un foyer que j'ai découvert la semaine dernière, puisque j'étais venue, je crois que c'était la semaine dernière, il y avait la grève de la Stas. C'était pour la rentrée qu'il y avait la grève. Ah oui, c'était encore avant. Donc je voulais rencontrer les salariés de la Stas pour savoir pourquoi ils étaient en grève. Et donc j'ai été accueillie ici, j'ai découvert ce lieu. Et donc on m'a dit, mais vous pouvez revenir.
manière qu'on vous voulez. J'ai trouvé ça vraiment touchant. On peut peut-être faire un petit clin d'œil à tous nos proches qui ont travaillé à la Stas. Exactement. Et nombreux, notamment mon oncle et mon ex-beau-père. Voilà, où il y a toute une liste de gens qui ont travaillé à la Stas et avant à la CFVE. Oui, et alors voilà, et les salariés de la Stas aujourd'hui, voilà, ils étaient vous savez pourquoi ils étaient en grève Parce qu'on leur demande de plus en plus de travailler et de moins en moins d'effectifs, encore une fois. On décide de rallonger les horaires des lignes. Alors nous, usagers, on se dit c'est bien, sauf qu'il n'y a pas de moyen qui va avec. Les moyens ne vont pas avec, donc on évolue. J'ai travaillé effectivement plus longtemps, donc du coup, ça crée des horaires très perturbés, ça rejaillit sur la vie des familles. Et quand on est venu ici pour rencontrer les salariés de la Stas, on a discuté avec 2 jeunes qui pensaient même démissionner, vous voyez, alors que c'était des jeunes ils nous ont parlé de leur métier, c'était vraiment une passion. Touchant et beau parce qu'ils avaient fait vraiment le choix de ce métier, ça leur plaisait. Mais là, ils se demandaient s'ils n'allaient pas démissionner parce que les contraintes horaires étaient trop difficiles et les salaires n'allaient pas de pair. C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce qu'on entend un peu dans toutes les professions aujourd'hui. On parle des infirmières, on parle des gens qui travaillent dans la restauration, c'est un peu tous les domaines. Hein. On est toujours au SMIC, et on fait de plus en plus d'heures et on n'est pas reconnu. Et parfois on n'est même pas au SMIC. Oui. Ouais, mais tout en travaillant, je veux dire. Et dans le même temps, il y a des gens. Exemple, et dans le même temps, il y a des gens qui se permettent de donner des subventions pour financer des sextapes. Exactement. Et vous voyez, par exemple, pour les AESH, c'est aussi un sujet, c'est une proposition de loi qui fait partie de notre niche parlementaire, qu'on présentera donc en novembre dans l'hémicycle. Les AESH aujourd'hui sont payés entre 700 et 800 euros pour faire 25 heures. Donc nous, on demande est-ce qu'elles soient titularisées avec un vrai salaire. Voilà, les enseignants, ils font dans le secondaire 18 heures et dans le premier degré, ils en font 23 ou 24, je crois, mais ils ont un salaire à temps plein, enfin un salaire normal. Les AESH, non, elles sont payées 700 et 800 euros. En fait, on a toujours le même problème et on a les solutions qui sont pas déployées. Non, parce qu'en fait, on a toujours les mêmes gouvernants qui sont à l'Élysée. Et pour paraphraser, si j'ai bien compris, le ministre de la Santé est venu à Saint-Étienne. D'après ce que j'ai lu et entendu, tout va bien. Il a dit c'est le paradis. Voilà. Et donc, nous, on a organisé le lendemain de sa venue, mais c'était pas... certains n'ont pas compris, alors j'en profite pour expliquer ça. En fait, la veille de l'arrivée du ministre à Saint-Étienne, la veille, je suis prévenue par les services de la préfecture de son arrivée. Et moi, je suis à Paris dans l'hémicycle, je ne peux pas être le lendemain à 11h, alors que j'ai un travail dans l'hémicycle important, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les votes sont comptés à la voix près. Donc, je ne peux pas, de toute façon, je n'ai pas le temps matériel de me déplacer. Et nous avions programmé notre action depuis fort longtemps. Et donc, il se trouve que c'était le lendemain de la venue de monsieur, ministre de la Santé. Et quand on a recueilli nos témoignages, on avait c'est l'enfer. Tous les salariés, que ce soit les personnels hospitaliers, on a rencontré des infirmières, mais des médecins aussi, qui nous ont dit l'enfer qu'ils vivaient. Mais donc, pour le ministre de la Santé, c'était le paradis. Pour compléter ce tour d'horizon, est-ce qu'on a un mot sur l'écologie? On a vécu un été très chaud, on a des constats, on nous a parlé de choses il y a 20-30 ans, on n'en a pas tenu compte et aujourd'hui on est au pied du mur. Là aussi, est-ce que vous avez des solutions et dans l'hémicycle, est-ce que vous faites bouger les choses aussi? Alors justement, vous posez une bonne question. Tiens. C'est la deuxième, oui. Je vais avoir un bon point et comme vous êtes une professeure, je vais peut-être avoir une image. Je vous fais visiter l'Assemblée. J'aimerais, ça c'est mon rêve. Voilà, ça, on va prendre rendez-vous tout à l'heure. Justement, c'était hier qu'en commission des lois, nous recevions le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors voilà. J'ai un trou, je ne sais même plus qui c'est. Christophe Béchu. Donc nous le rencontrons, il est invité par le président de la commission des lois. Donc on le rencontre et puis on lui a posé quelques questions pour savoir quelle était sa feuille de route. Vous savez que l'État français a été doublement condamné pour inaction climatique, voilà, et doit réparer ça
avant la fin de 2022. C'est-à-dire qu'en fait, il reste plus grand temps. Voilà, il reste plus, voilà. Et 4 que mois. tout ce qu'on a voté jusqu'à présent dans l'hémicycle, à savoir la réouverture des centrales à charbon, quand on voit que, par exemple, nous, on a été alertés, enfin, on n'a pas été alertés, on le savait, mais on va travailler avec une association pour rétablir la ligne ferroviaire entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Vous voyez, ça permet de réduire les effets de gaz à effet de serre. Donc, aucune réponse concrète du ministre. Et puis, oui, il y a des solutions parce que dans les services de ce ministère, il y a une inspection générale qui permet par exemple d'aller traquer aussi toutes les entreprises qui ne font pas bien leur travail. Vous savez, par exemple, le groupe Casino. J'y étais il y a 2 jours pour l'inauguration d'Hyperfrais. Ah, ben je pensais que vous y étiez pour le problème qu'ils ont. Ils ont été mis devant les tribunaux par des associations parce qu'ils ont acheté de la viande au Brésil qui serait visiblement, je le mets au conditionnel parce qu'il faut que la justice fasse son travail, mais qui serait due à, par ricochet, déforestation de l'Amazonie. C'est-à-dire, vous avez entendu parler de cette affaire? J'ai pas entendu, mais ça me désole toujours quand on me dit qu'on achète de la viande au Brésil et qu'on a des gens dans la région qui ont du mal à vendre leur viande. Exactement. Donc les éleveurs du Brésil, en fait, ils participent à la déforestation en Amazonie pour leur bétail. Et donc, il y a des associations de citoyens en France et aussi en Amérique du Sud qui ont prouvé ça et qui ont mis le groupe Casino devant les tribunaux. Donc, Ce vous monde voyez, marche sur la tête. c'est chaque fois des associations de citoyens qui font ce travail. C'est pas normal parce que c'est l'État qui devrait le faire. Donc, l'affaire du siècle qui a permis donc à 4 organisations, enfin à 4 associations de citoyennes et de citoyens de condamner doublement l'État pour inaction climatique, déjà, alors vous voyez, c'est les citoyens qui relèvent ces sujets. Et puis pareil, il y a plein d'entreprises comme ça qui ont été épinglées par des associations, alors qu'en fait, il faut donner des moyens, encore une fois, à l'État pour que l'inspection générale des services de l'écologie, enfin de la transition écologique, fasse ce travail de surveillance. Et vous voyez, c'est ce qui prouve quand même que les citoyennes et les citoyens sont, comment dire, très préoccupés par le climat, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ils le vivent au quotidien, dans leur chair. On l'a bien vu cet été, les inondations, enfin d'abord la sécheresse. Les inondations, c'est pour maintenant, normalement. Oui, mais on a déjà eu des inondations. Les sols sont secs, donc l'eau va glisser dessus. Bien sûr. On va finir par 2 petites questions on va revenir à Saint-Étienne. Il y a aussi autre chose, c'est que l'État a été récemment condamné aussi par rapport à la qualité de l'air. Vous voyez, qu'on appelle ça les particules fines. J'ai appris qu'on avalait aussi l'équivalent, je ne sais plus à quelle fréquence, d'une carte bancaire de plastique dans l'air. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça. 2 petites questions pour terminer, après on va vous laisser partir, parce que vous avez d'autres rendez-vous. Hein. Maintenant, vous avez un agenda de ministre presque. Non, pas encore. On a comme invité, le prochain rendez-vous, c'est un député aussi, c'est Quentin Bataillon, un jeune député. D'accord, mon voisin. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Une question à Monsieur Bataillon. Qu'est-ce qu'il pense de l'affaire Perdriau? On a prévu de lui en parler. Bon, j'imagine. On vous souhaite bon courage en tout cas, parce que Merci. Vous avez du pain sur la planche. Ouais, et puis j'ai compris que c'était difficile de voyager en métro à Paris. C'est surtout voyager entre Saint-Étienne et... En fait, je n'en ai pas parlé, mais ça aussi, c'est un sujet. Voyager entre Saint-Étienne à Paris. Donc, j'essaie d'avoir que des trains directs et il n'y en a pas beaucoup. Parce que sinon, je rate régulièrement la correspondance. Il y a toujours des retards. Donc, c'est aussi une grosse galère. Hier, je suis arrivée avec plus de 20 minutes de retard. Là, c'était un train direct, mais il y avait des orages. Voilà, donc il est violent. Et donc on a été arrêté peut-être 1 heure avant d'arriver à Lyon. On a été arrêté sur la voie pendant 20 minutes. Je pensais qu'on allait y passer la nuit. Donc il faut améliorer les transports entre Saint-Étienne et Lyon. Oui, puis partout en France, de toute façon. Et puis c'est une question écologique. C'est une question pour le pouvoir d'achat et aussi une question écologique. Dernière question de Il n'y voyage. avait pas que 2 dernières. Non, mais j'en rajoute sur 2 ou 3. J'ai vu que vous étiez né à Toulouse. Est-ce que vous avez encore des rapports avec Toulouse? Oui, bien sûr, parce que j'ai encore de la famille à Toulouse. Vous allez régulièrement à Toulouse? Oui, j'essaie. Alors voilà. Parce qu'on n'a pas vraiment de relation, je trouve, avec cette axe Saint-Étienne-Toulouse. Et mes trajets entre Saint-Étienne et Toulouse. Saint-Étienne-Bordeaux, c'est compliqué. Oui, parce que moi, j'ai pas de voiture. J'ai décidé de plus avoir de voiture il y a 12 ans maintenant de cela. Donc, je fais
fait beaucoup avec Blablacar. En train, c'est très compliqué parce que déjà, il faut changer à Lyon à minima. Mais il n'y a pas beaucoup de trains directs Lyon-Toulouse. Donc, il faut changer à Montpellier, à Narbonne. Ouais, c'est très compliqué. Bon, parfois, il m'arrive de louer une voiture. Oui, mais je suis très attachée encore. Forcément, j'ai ma famille. J'y suis née, j'y ai vécu. Parfois, on dit que j'ai pas réussi à avoir l'accent stéphanois. Je peux vous en poser une dernière question? Comment on vend son territoire? On vend Saint-Étienne à ces Parisiens et ces gens qui viennent de toute la France quand on est à l'Assemblée? Ah, mais moi, je ne vends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment on fait découvrir son territoire? Parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas où situer Saint-Étienne quand on leur parle. Souvent, ils confondent avec Clermont. Ouais. Ouais, vous avez raison. Donc, moi, je leur dis, mais il faudrait quand même que je vérifie, mais je me lance là. Je leur dis que déjà, l'écharpe qu'on porte, elle est fabriquée dans la Loire. Chénéret, normalement, non? Ouais. Vous savez que c'était moi qui... Vous savez que je vais vous raconter une anecdote. J'étais acheteur de fil Chénéret, et c'est moi qui commandais le fil, et c'est moi qui le faisais teindre. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, on était en viscose pour les écharpes. Et à une époque, il y a eu des histoires de teinture, encore une fois, de normes européennes, et on est passé en polyester. Vous voulez parler des écharpes Le bleu, blanc, rouge, oui. Ouais, d'accord. Il y a même l'ourdissage pour faire les tant de fils de bleu, tant de fils de blanc et tant de fils de rouge. Oui, oui. Et c'est la trame, c'est de l'écru. Oui. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mis, pour cette interview, je n'ai pas mis on peut dire un mot d'ailleurs sur votre... Mais donc j'ai mis ce petit insigne qu'on peut mettre quand on veut être un peu plus discret. Enfin, j'ai touché le micro, j'espère que ça... Voilà. Et donc qui s'appelle le baromètre. Mais alors c'est intéressant, donc on a 2 rendez-vous, Gilles Charles, c'est la visite de l'Assemblée et ensuite une visite de Néré avec un petit reportage avec les charpes. Je connais bien le système. Moi je suis très impatiente quand on m'a dit que les écharpes étaient réalisées, étaient confectionnées dans la Loire. Normalement elles sont tissées à Gramont. Voilà. Donc, je me dis, mais waouh, il faudra que j'aille voir ça. Ouais. Eh bien, avec plaisir. Voilà. Vous ne m'oublierez pas. Non, mais non, on va prendre rendez-vous, ouais, tout à fait. À très bientôt, Madame la députée. À très bientôt. Merci.